Coucou la team. Aujourd'hui, nouveau challenge. On va tenter de faire une vidéo de révision plus longue que celle de Jamie. Du coup, on est bien sur ce chapitre 14. On révise à la maison tranquille. On prend le temps de se faire un petit café. Un petit café ou Nesquik pour Julien. Et on révise ensemble. Légère amertume, une pointe d'acidité. Acide-base, je crois qu'on a quand même ce chapitre 14 à réviser. Feu, c'est parti. Et comme d'habitude, on fait le point sur les exigences du programme de SP en terminale. Excellent ce café. Dans un premier temps, il va falloir qu'on distingue les acides ou bases fortes qu'on associera à des transformations, donc des protonations, déprotonations dans l'eau, qui sont totales. Et par opposition, on parlera ensuite d'acides faibles en exprimant leur constante d'équilibre, vue au chapitre 12. Dans ce cas précis des réactions acido-basiques, on appellera ça, cette constante d'équilibre, le Ka. Grâce à cette constante d'équilibre, eh bien, on va représenter ce qu'on appelle un diagramme de prédominance pour un couple acide-base faible. Grâce à ce diagramme de prédominance, eh bien, on va pouvoir expliquer comment fonctionne en fait un indicateur coloré de pH. Alors comme on va le voir, il va y avoir pas mal de développement algébrique. Pas de souci, on est là pour faire le point sur toutes les démonstrations qu'on reverra et qu'il faudra maîtriser. Et puis, grâce à ces relations algébriques qu'on va établir, on en profitera pour expliquer et surtout au programme citer les propriétés des solutions tampons. Toujours dans les objectifs du programme, vous avez le calcul de pH de solution à réaliser. Attention en distinguant le cas d'une solution d'acide fort et puis le cas d'une solution d'acide faible. Grâce à ces calculs, on va s'apercevoir et comprendre que si l'on classe sur une échelle en fait les pK des couples acide-base, eh bien ça nous permettra de comparer la force de différents couples acide-base. On terminera par exposer les éléments de culture chimique qui sont obligatoirement à connaître pour l'épreuve de SP au bac. Vous avez des acides avec leur formule, leur nom, leur couple acide-base à connaître pour l'acide chlorhydrique, acide nitrique, acide éthanoïque, puis aussi des bases à soude, l'ammoniac. Et puis toujours dans ce corner culture chimique, on parlera des acides aminés. On va exploiter le diagramme des prédominances pour expliquer la forme des acidités des acides aminés en solution aqueuse. Et oui, dans la team, on sait aussi faire un peu de SVT. Allez, commençons par parler de la différence entre les acides forts et les acides faibles. Et on va commencer sur cet exemple qui est l'équation de la réaction de dissolution du chlorure d'hydrogène. Cette molécule-là est à l'état gazeux, à température ambiante. Et lorsqu'on la dissout dans l'eau, eh bien le chlorure d'hydrogène perd son proton, H+, qui s'associe avec l'eau pour donner H3O+. Cette réaction, elle est totale. Voilà pourquoi on écrit ça avec une simple flèche. Et ça nous amène à donner la définition de ce qu'est un acide fort. Il est totalement dissocié dans l'eau, il est totalement déprotoné. On écrit une simple flèche. C'est la définition d'un acide fort. De manière symétrique, on peut donner la définition d'une base forte. Ici, donnée écrite de manière générique, le couple AH A-, la base forte A-, si elle est forte, lorsqu'on la met dans l'eau, elle va totalement se protoner. La réaction est quasiment totale, on met une simple flèche, c'est la définition d'une base forte. On retourne sur les acides, on a parlé des acides forts. Eh bien, voyons maintenant un autre couple acide-base, celui de l'acide éthanoïque, CH3COH, acide éthanoïque qui va perdre un proton H+, pour donner sa base conjuguée, l'ion éthanoate. Des noms en nomenclature systématique que vous devez connaître, et les formules associées aussi. Eh bien, cette réaction de déprotonation de l'acide éthanoïque dans l'eau, cette réaction, elle est équilibrée, elle n'est pas totale, voilà pourquoi on écrit avec une double flèche,
Et puis, puisque la réaction de déprotonation n'est pas totale, ça va nous donner la définition de ce qu'est un acide faible. Si cette réaction n'est pas totale, elle est équilibrée, elle a une constante d'équilibre Kt, que l'on note dans le cas des réactions acido-basiques, Ka comme constante d'acidité. Les constantes d'équilibre, elles varient. Leurs valeurs varient sur des puissances de 10 qui sont extrêmement variées. Voilà pourquoi on peut en définir une échelle logarithmique pour des raisons de simplicité et de facilité d'utilisation des nombres. Cette échelle logarithmique, de la même manière que on a défini le pH, qui est une échelle logarithmique de la concentration en ion oxonium H3O+, on définit le pK, qui est l'échelle logarithmique de la constante d'acidité. Le pK, c'est moins le logarithme de K. Donnons un petit exemple, la constante d'acidité, ou plutôt son pK, sa traduction logarithmique, pour la dissociation de l'acide, la déprotonation de l'acide éthanoïque, il est de 4,8. Le pK de 4,8, ce qui veut dire moins log de 10 puissance moins 4,8, ce qui nous fait une constante d'acidité de 10 puissance moins 4,8. Si on le tape à la calculatrice, 10 puissance moins 4,8, on est proche de 10 puissance moins 5, on a un résultat de 1,58, 10 moins 5. On retiendra donc ces deux relations algébriques. pK égale moins log Ka, et puis quand on doit passer du pK à la constante d'acidité, on fait 10 puissance moins pK. On va maintenant partir du côté un peu plus algébrique pour établir ce que l'on va appeler les diagrammes de prédominance. Lorsqu'on met un acide dans l'eau et que le pH il est fixé par une source extérieure, et c'est là où on parlera après des solutions tampons. Lorsque le pH il est fixé, qu'on met un acide dans l'eau, on verra que suivant le pH, une forme, l'acide conjugué ou la base conjuguée, va prédominer suivant le pH. C'est ce qu'on voit tout de suite, mais on fait un petit rappel sur les logarithmes avant. Commençons sous une forme générique AH plus H2O donne A- plus H3O+, par exprimer la constante d'acidité. On rappelle une constante d'équilibre, c'est concentration des produits sur concentration des réactifs. Donc, concentration en O- fois concentration en ion oxonium divisé par concentration en acide conjugué AH. Attention pour l'eau, c'est le solvant de la réaction. Il n'y a pas de raison de parler de concentration, donc on met 1. Et pour des raisons de simplicité, on retiendra cette forme-là. Avant d'aller plus loin, un petit mémo sur les logarithmes. Le log d'un produit, c'est la somme des logs. Log de A fois B égale log de A plus log de B. Et du coup, ça nous dit que le log de A puissance n, c'est n fois le log de A. Et puis si du coup on a un nombre au dénominateur, la puissance est négative et donc le log il va se compter en négatif. Log de A sur B est égal à log de A moins log de B. C'est parti pour cette démonstration qui est à savoir refaire. Donc là encore, une fois, entraînez-vous, réentraînez-vous jusqu'à parfaitement maîtriser. La première étape de la démonstration, on part de la constante d'acidité dont on vient d'établir l'expression algébrique. On va prendre moins le logarithme de toute cette expression, c'est-à-dire moins le logarithme du membre de gauche et moins le logarithme du membre de droite, afin que cette égalité soit toujours respectée. Voilà pourquoi j'ai mis un si et seulement si. À la deuxième étape, on va séparer le produit qu'il y a à l'intérieur du logarithme. Donc, moins log de la concentration en base conjuguée sur la concentration en acide, et on le sépare avec moins log de la concentration en ion oxonium. Tout ça pour faire apparaître quoi? Tout ça pour faire apparaître que moins le log de la concentration H3O+, c'est pH. Ensuite, ce terme-là, moins log du ratio base sur acide, on va le passer à gauche de côté de pK, moins le log devient plus le log, je remets tout dans le bon ordre pour avoir cette formule qui est bien pratique, qui est que pH égale pK plus log du ratio entre base sur acide. Et on va maintenant raisonner sur ce ratio entre la quantité de base et la quantité d'acide conjugué pour établir ce qu'on va appeler le diagramme de prédominance. Et pour cela,
il nous faut avant tout faire un petit mémo sur le logarithme, un mémo numéro 2, avec un truc à retenir, le log de 1, c'est 0. Et donc si x est supérieur à 1, le log est positif. Si x est inférieur à 1, le log de x, il est négatif. On se rappelle la formule que l'on vient d'établir, pH égale pK plus log du ratio entre quantité de base sur quantité d'acide. Partons simplement dans le cas où on aurait 50% de base conjuguée, 50% d'acide. Dans ce cas-là, le ratio il est égal à 1, le log du ratio il est égal à 0. Eh bien, cette condition, elle est vérifiée si pH, le pH, est égal au pK du couple AH/A-. Plaçons-nous maintenant dans le cas où c'est la base conjuguée A- qui prédomine. Ce qui veut dire que le ratio entre A- sur AH, il est supérieur à 1. Donc le logarithme sera positif. Et donc dans pH égale pKa plus log du ratio, eh bien on se retrouve avec un pH qui est forcément supérieur au pK. Si l'on fait la même chose pour trouver là où prédomine la forme acide AH, eh bien on s'aperçoit que c'est pour des domaines de pH qui sont là, à contrario, inférieurs au pK. On arrive donc à établir ce que l'on appelle le diagramme de prédominance pour des valeurs de pH inférieures au pK du couple, c'est la forme acide H qui prédomine. Pour des domaines de pH supérieurs au pK, c'est la forme A- qui prédomine. Ce que l'on vient d'établir maintenant, c'est ce qu'on appelle le diagramme de prédominance. On va aller un petit peu plus loin et on va faire un petit exercice ensemble. Ça nous permettra de travailler nos compétences expérimentales sur le traitement des données au travers d'un tableur pour établir ce qu'on appelle le diagramme de distribution. Le diagramme de distribution va nous représenter les pourcentages de forme acide et de forme basique suivant le pH. Une petite remarque avant de commencer, ne confondons pas le ratio base sur acide avec le pourcentage d'acide ou le pourcentage de base. Un petit exemple simple. Imaginons que l'on ait une base pour deux acides. Le ratio, il est de 1,5, de 1 pour 2. Alors que le pourcentage de base, il sera d'une base pour trois entités, deux acides et une base. 1 sur 3, ça fait 33% de base et donc 66% d'acide. On a du coup pour le démontrer un petit peu d'algébrique à faire, c'est ce qu'on va faire de suite. Allez hop, c'est parti pour cette petite démonstration. On repart de la définition de la constante d'acidité et la concentration en ion oxonium, on va la passer à gauche de l'égalité, le passant au dénominateur. Et on se retrouve avec Ka sur la concentration en H3O+. On aura une valeur de pK, on aura une valeur de pH, donc on traduit Ka par 10 puissance moins pKa et concentration en H3O+, par 10 puissance moins pH. 1 divisé par 10 puissance moins pH, c'est comme si on multipliait par 10 puissance plus pH. Et donc du coup, 10 puissance moins pK fois 10 puissance plus pH, ça nous donne 10 puissance moins pKa plus pH. Ça, c'est égal au ratio de base sur acide, ce que l'on va noter R. On vient d'établir l'expression du ratio, du rapport base sur acide. Passons maintenant au calcul du pourcentage. Autre petite démonstration, rien de bien compliqué. On part de la définition du pourcentage. Le pourcentage, c'est de base, c'est la concentration en base divisé par la concentration totale, c'est-à-dire concentration de forme acide plus la concentration de forme basique. Pour respecter l'égalité, on va multiplier au numérateur et au dénominateur par la même quantité. Pour retrouver notre ratio, je multiplie par 1 sur la concentration en acide. En multipliant en haut, ça me donne le ratio A- sur AH. En bas, je pense à développer, ça me donne AH sur AH, ça me donnera 1. Et toujours A- sur AH qui me donne le ratio.
on arrive easy à l'expression que le pourcentage de base, ça sera ce ratio R divisé par 1 plus R. Et pour ceux qui se poseraient la question de comment est-ce qu'on calcule le pourcentage de forme acide à H, le pourcentage de forme basique plus le pourcentage de forme acide, ça doit donner forcément 100%. Donc le pourcentage de forme acide, connaissant le pourcentage de forme basique, c'est 100% moins le pourcentage de base. Voilà, on a les trois relations algébriques. Je vous laisse quelques petites minutes pour essayer de faire par vous-même. Ouvrez un tableur, prenez un petit peu de temps. On va programmer ces trois relations algébriques en vue de tracer notre diagramme de distribution, les pourcentages d'acide et de base en fonction du pH. Et puis on se retrouve tout de suite après pour la solution en image. Allez, c'est parti. On a ouvert un tableur où on va faire nos calculs pour tracer notre diagramme de distribution. On commence à remplir dans cette case-là, on remplira le pKa, la valeur, ici. Et puis là, le pH, je prends dans un premier temps 4,8. Je traite ça comme un paramètre, ce qui nous permettra d'avoir un graphique un peu plus dynamique. Et puis le pH, on va faire un calcul de notre pourcentage, toutes les unités de pH. Ensuite, dans cette colonne, on va calculer le ratio. Le ratio, on a dit que c'était égal à 10 puissance, entre parenthèses, de moins pK. Cette valeur-là, attention qu'il faut que je bloque. C'est pour ça que je rentre $B, $1, plus pH. Cette valeur-là. Cette valeur-là, bien sûr, je ne l'ai pas bloquée parce que lorsque je vais étirer, ça va calculer pour chacune de mes valeurs de pH qui est ici dans cette première colonne. On voit ici afficher le ratio, le pourcentage de A-. Donc ça, c'est le ratio, on le rappelle, base sur acide. Le pourcentage, je rentre égal 1... la valeur du ratio divisé par 1 plus cette même valeur de ratio. J'étire ici. Et puis, à partir de là, je choisis le format de cellule. Je me place en pourcentage. Avec une décimale, ça suffira. Et puis, on va faire pareil ici pour avoir le pourcentage de forme acide. Ce pourcentage de forme acide, on a dit que c'était égal à 100%, c'est-à-dire égal à 1 moins la valeur du pourcentage ici de forme basique. J'étire. Ainsi de suite. Et on a les pourcentages. Il ne me reste plus qu'à tracer. Alors, c'est peut-être pas bien disposé ici. C'est pour ça que la grandeur en abscisse et puis une ordonnée 1, une ordonnée 2, je les mets ensemble pour sélectionner plus rapidement. Voilà, la première colonne, il comprendra que c'est l'abscisse. Les deux autres colonnes, que c'est deux ordonnées différentes. Je fais graphique un nuage de points ou une dispersion. Et on obtient ce diagramme-là qui nous montre quoi? Ce que l'on a déjà dit précédemment sur le diagramme de prédominance. Alors du coup, on peut lier les points ici. Dans le style, on va faire des connexions de lignes, courbes. Ok. Et pour la ligne courbe aussi. On met des points un petit peu plus petits. Et on fait pareil ici. Et on a notre diagramme de distribution qui nous donne le pourcentage de forme acide qui prédomine. Et bien, comme on le voit ici, pour un pH inférieur au pKa, et puis le pourcentage de forme basique. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, si on va se mettre sur un pKa qui est pile, pKa de 5.
ce que l'on voit à pKa plus 1, eh bien, on a 91% de forme basique et 9% de forme acide. À pKa-1, on a 9% de forme basique et 91% de forme acide. Pour des raisons de simplicité, on peut aussi retenir grosso modo ces chiffres-là. À pKa plus 1, 90% de base, à pKa-1, 90% de forme acide. La particularité de notre diagramme, c'est qu'il est dynamique. On a fait un TP sur le BBT. Ici, on pourrait changer les couleurs. Le pKa du BBT est de 7,1. La forme basique, la forme acide qui prédomine à pKa inférieur à 7,1, eh bien, elle est jaune. Ici, voilà, et on a un diagramme, un très joli diagramme de distribution pour le BBT. Allez, on reprend tout ce qu'on a dit sur ce graphique-là pour comprendre comment fonctionne un indicateur coloré de pH. Sur l'exemple du BBT, qui a un pKa de 7,1, en dessous de pKa-1, c'est-à-dire en dessous de pH égale 6,1, eh bien, on a une quantité, un pourcentage de forme acide, BBTH, qui est jaune au-delà de 91%. Et puis au-delà de pH égale pKa plus 1, c'est-à-dire au-delà de pH égale 8,1, eh bien c'est la forme basique BBT- qui est bleue qui, elle, va prédominer. Et entre les deux, on a ce que l'on appelle la zone sensible ou la zone de virage où on a coexistence dans des proportions relativement semblables de forme acide et de forme basique, ce qui nous donne une couleur verte. Et les indicateurs colorés, ils vont être utiles lorsqu'on va réaliser un titrage acido-basique, un titrage où on va repérer l'équivalence grâce à la couleur. C'est ce qu'on appelle un titrage colorimétrique. Bien évidemment, quand on introduit du BBT ou un indicateur coloré, on introduit un couple acide-base. Mais on en introduit une très très faible quantité, si bien que ce n'est pas cet acide qu'on rajoute au milieu qui va influencer le pH de la solution. Un autre moyen d'avoir une solution, d'avoir un milieu extérieur qui règle le pH, c'est ce qu'on appelle les solutions tampons. Les solutions tampons, c'est à votre programme, vous devez savoir citer ses propriétés. Et ces propriétés, c'est que la solution tampon, elle fixe le pH du milieu et elle est relativement insensible à des variations de pH lorsqu'on la dilue ou lorsqu'on ajoute, avec modération, une petite quantité d'acide ou de base. Ce sont les deux propriétés des solutions tampons et on comprend tout de suite comment ça fonctionne. Et pour obtenir une solution tampon, il suffit de réaliser un mélange équimolaire d'une solution d'acide et de sa base conjuguée. Par exemple, elles auront la même concentration en acide et en base conjuguée. Cette concentration, on va la noter C. Et bien sûr, si on a autant d'acide que de base, on se rappelle cette fameuse formule pH égale pK plus log de concentration en base sur concentration d'acide. Eh bien, on aura le pKH qui sera fixé par cette solution tampon à la valeur du pK du couple acide-base. Si cette solution tampon, on la dilue maintenant par 100, eh bien, dans toujours cette même formule, on aura la concentration en acide et en base qui va passer de C à C sur 100. On divise toujours l'un par l'autre, ça nous fait toujours le log de 1 qui est égal à 0. Et on a toujours le pKH qui n'a pas varié, qui est égal au pKa. On peut donc dire que le pH d'une solution tampon, il ne varie pas lorsqu'on la dilue. Autre hypothèse, maintenant, on rajoute dans notre solution tampon une petite quantité que l'on va noter epsilon, en mol par litre, d'acide fort par exemple. Et cet acide fort, il va réagir avec la base. Si bien que la concentration en base, ça sera C moins epsilon. Et donc du coup, on aura une concentration en acide C plus epsilon.
Donnons un exemple concret. Imaginons que notre solution tampon, elle affiche un titre de 1 mol par litre en acide et en base. Et on rajoute 1 millième de mol par litre, 10 puissance moins 3 mol par litre d'acide fort. On aura donc pH égale pK plus log de 1 moins 0,01 divisé par 1 plus 10 moins 3. Ça nous fait approximativement 1. Et donc le log d'approximativement 1, c'est presque 0, ce qui nous fait que le pH sera approximativement égal au pK. Ça dépendra bien sûr de la valeur de C et de la valeur de epsilon. C'est pour ça qu'on dit que le pH varie peu par ajout modéré d'acide ou de base forte. C'est important qu'on fasse le point sur cette première partie avant d'entamer la seconde. On a vu dans cette première partie, avec ces notions d'équilibre acido-basique, comment un acide ou une base était présente dans le milieu lorsque le pH était réglé par autre chose, comme au travers d'une solution tampon par exemple. Eh bien, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer au calcul de pH. Lorsqu'on met un acide dans l'eau, ou une base, ça va modifier le pH du milieu. Et c'est ce qu'on va calculer tout de suite dans cette deuxième partie en distinguant le pH qui va être influencé par l'ajout d'un acide fort ou celui qu'on va calculer au travers de l'ajout d'un acide faible. Et on va commencer par le cas le plus facile, celui d'un acide fort. Pourquoi le cas le plus facile? Parce que la réaction, elle est totale. Si on met alors on va faire un tableau d'avancement en concentration. Si on met une concentration initiale dans la solution que l'on note C, l'acide va totalement se dissocier. On aura au final une concentration en ion oxonium égale à C. Voilà pourquoi pour une solution d'acide fort, le pH obtenu est égal à moins log de C. Par exemple, pour une solution d'acide clos à 10 moins 2 mol par litre, le pH c'est moins log de 10 puissance moins 2, ce qui nous fait un pH de 2. Passons maintenant au cas un petit peu plus compliqué d'un acide faible. On a repris notre équation de mise en solution de l'acide éthanoïque qui donne l'ion éthanoate. On en met initialement en solution une concentration C. On fait notre tableau d'avancement en concentration et à l'état final, la forme acide CH3COH, il m'en restera C moins CF. Et puis, j'aurai formé à l'état final une concentration CF d'ion éthanoate, ça va se conjuguer une concentration CF d'ion H3O+. Et grâce à ce tableau d'avancement, on peut dire que le pH, il est égal à moins log de cette concentration finale. On peut aussi exprimer le taux d'avancement qui est XF sur Xmax. Xmax, c'est bien sûr la concentration initiale d'acide faible et on aura CF sur C. Mais là, vous allez me dire, oui, on veut bien, mais ce que l'on ne connaît pas, c'est l'état final XF et donc la concentration finale CF. La concentration finale, elle est bien entendu liée à l'état d'équilibre et donc à la constante K. Alors là, on a deux solutions. Soit on est en TP, sur la paillasse. Il suffit de mesurer le pH pour avoir CF et en déduire la constante d'acidité. Soit on est sur le papier le jour de l'épreuve de spé, et puis là on nous donne la constante d'acidité, on calcule CF et on calcule donc comme ça le pH final de la solution. C'est ce qu'on va voir tout de suite et on va voir qu'il nous suffira de résoudre une équation du second degré. Allez, petite démonstration à maîtriser aussi. On part de la définition de la constante d'acidité. A- fois concentration en ion oxonium sur concentration en forme acide. D'après le tableau d'avancement, ça nous donne CF fois CF divisé par C moins CF, ce qui nous fait CF carré sur C moins CF. Et bien ça,
on va montrer que c'est une équation du second degré dont l'inconnu est justement la concentration finale. On fait passer C-CF à gauche de l'égalité, ce qui nous donne Ka facteur de C-CF que l'on va développer en Ka fois C, la concentration initiale, moins Ka fois CF. On fait passer ces deux termes à droite de l'égalité pour avoir une forme canonique. 0 est égal à CF carré plus Ka fois CF moins Ka C. C est une constante. Ce que l'on cherche, c'est CF. Notre inconnu, on a une équation du second degré sous forme canonique. On rappelle la forme canonique des matheux. 0 est égal à AX au carré plus BX plus C. Et donc, nos trois coefficients, chez nous, pour notre équation, le A vaudra 1, le B vaudra Ka et le C, attention, ne pas oublier le signe moins, vaudra moins Ka fois C. Pour la résolution de cette équation, on rappelle qu'on calcule le déterminant b carré moins 4ac, que l'on admettra, s'il est positif, qu'il y a deux racines, moins b, plus ou moins, racine de delta, sur 2a. Et en fait, une seule des deux racines sera acceptable pour nous. On ne peut pas avoir une concentration finale qui soit négative, donc on choisira celle qui est positive. Cette équation du second degré, vous devez savoir la résoudre entre guillemets à la main avec votre calculatrice. Mais il y a pas mal de raisons de se tromper avec les puissances de 10 quand on fait la multiplication, etc. La puissance de 10 de la constante d'acidité K, la puissance de 10 de la concentration. Donc c'est pour ça que avec votre calculatrice graphique, c'est bien ensuite de vérifier votre calcul pour voir si vous n'avez pas fait de bêtises. Du coup, c'est ce qu'on va voir de suite. Et puis, dans un deuxième temps, on va voir comme ce qu'on vous avait demandé en TP, de vous programmer sur votre tableur ou sur Python une petite calculatrice de pH, ce qui peut être pratique. On la met de côté, on la garde pour plus tard pour le post-bac. Allez, je vous montre comment faire avec votre TI-83. Et bien sûr, ça fonctionne avec n'importe quelle autre calculatrice graphique. La TI Inspire avec la fonction Solve directement. Les Casio, même les Casio basiques graphiques, pas de souci, vous avez un menu qui est destiné à la résolution des équations, des systèmes d'équations ou des polynômes de degré n. Ici, sur notre TI 82-83, touche Résol, et on va sélectionner 2, PLI SMLT 2. Et là, on vous propose un menu un sous-menu de ce menu qui est lié à la résolution des équations. On va chercher la racine d'un polynôme. OK. Polynôme de degré 2, super. On appuie sur la touche suivant qui correspond ici à la touche graphe. Et là, c'est facile. On vous demande de rentrer les valeurs dans la forme canonique ax au carré plus bx plus c, et vos valeurs, tout simplement. Le a, chez nous, dans notre équation, on cherche la racine cf, les racines cf, eh bien, le a, il vaut 1. Donc, on va passer à la suite. Et ici, pour le b, il vaut ka. Alors, reprenons l'acide éthanoïque, où le pKa vaut 4,8, et on va donc taper comme K, 10 puissance ici, moins, ne vous trompez pas, de moins, c'est le moins de négatif, 4,8. Je fais entrer. Attention, là, c'est là où on peut se tromper. Il y a un moins dans Ka fois C. Donc, on va faire moins, ok, on se déplace pour la valeur de C, on a toujours 10 puissance moins 4,8, je me déplace ici, fois la concentration initiale, et là on va dire que c'est une concentration à 10 moins 2 mol par litre, 0,01. Je fais entrer.
on va faire résolve ici, qui correspond toujours à la touche graphe. Et voilà, ça nous donne les solutions x1 et x2. On retiendra celle des deux qui est positive, bien sûr. Donc, notre solution sur la concentration finale, elle est de 3,9 10 puissance moins 4. Revenons à notre tableau d'avancement. La concentration initiale en acide introduite, c'est 10 puissance moins de 0,01. La concentration finale, on l'a vu, on l'a calculée grâce à cette équation du second degré, 3,9 10 puissance moins 4. Ce qui fait que l'on peut calculer le pH. Moins log de 3,9 10 moins 4, on a un pH de 3,4, donc beaucoup moins acide. Et forcément, on le comprend puisque c'est un acide faible que lorsqu'on a introduit la même concentration en acide fort d'acide chlorhydrique. On peut et on doit calculer le taux d'avancement de la réaction, c'est la concentration finale sur la concentration max, c'est-à-dire la concentration initiale, ce qui nous fait un taux d'avancement de 3,9%. Ce taux d'avancement, il correspond au taux finalement de dissociation. Eh bien, c'est ce qu'on voit, on a un pH qui est en dessous du pKa, on a un acide qui est très peu dissocié, et donc du coup, ça on en conclut que c'est cohérent avec ce qu'on a vu sur les diagrammes de prédominance. Voyons maintenant comment est-ce qu'on peut faire ça, la même chose, avec notre tableur. J'ai ouvert, on est passé de ce diagramme de distribution, j'ai ouvert une nouvelle feuille, je l'intitule calculatrice du pH d'un acide faible, et il nous faut rentrer des paramètres, bien sûr. La concentration initiale en acide, on va repartir sur 10-2 moles par litre, et surtout la constante d'acidité. Alors du coup, bien souvent, ce qui est donné, c'est le pKa. Repartons sur l'acide éthanoïque, pKa égale 4,8, et donc le Ka, c'est là où on va commencer à calculer. C'est égal à 10 puissance, hop là, puissance, j'ouvre la parenthèse, de moins cette case-là. Et ensuite, on a notre équation du second degré, A, B, C. Les coefficients, le A, c'est 1. Le B, c'est égal à la valeur que j'ai là, la valeur de Ka. Et le C, attention, on n'oublie toujours pas le signe moins, c'est égal à moins cette valeur-là fois la valeur du Ka fois la valeur de la concentration initiale. On peut calculer le delta qui est égal à B carré moins 4AC, B chapeau de moins 4 fois ça fois cette case-là. Je vérifie que je ne me suis pas trompé, je dois avoir forcément un delta qui est positif. Et on a nos deux racines, CF, concentration finale 1, concentration finale 2. On choisira la positive. C'est égal à moins B, j'ouvre la parenthèse, moins B, plus racine, moins racine, racine de delta, qui est ici. Je ferme la parenthèse, le tout, j'ouvre la parenthèse, divisé par 2 fois A. Ok, c'est négatif. On fait pareil ici. Je déplace là, je colle. Comme ça, il ne me reste plus qu'à changer ce signe-là. Et j'ai la racine positive qui m'intéresse. Grâce à ça, on va calculer à la fois le pH et le taux d'avancement qui correspond au taux de dissociation. Le pH il est égal à moins le logarithme. Ouvrez la parenthèse de ma racine positive. On a un pH de 3,4. Un taux d'avancement qui est égal à concentration finale divisée par concentration initiale qui correspond au X max.
on va corriger un petit peu notre affichage en n'affichant pas trop de décimales. Pour celui-là, je peux passer en format pourcentage, 3,9%, un pH de 3,4. C'est bien ce que l'on a calculé précédemment grâce à notre calculatrice. Et puis, on peut passer, comme on l'a vu lors du TP, voir ce que l'on obtiendrait si on avait un pK plus grand, et c'est le cas de l'ion ammonium NH4+, qui a un pK du couple NH4+, NH3 de 9,2. Très simplement, ça nous calcule le pH que l'on obtient, qui est là de 5,6, alors que la concentration en acide qu'on a mis dans la solution, elle est la même. On a un pH qui est beaucoup moins acide, c'est normal. On a un pK qui nous montre que cet acide, il est beaucoup plus faible. Et donc ça nous amène à parler de l'échelle de pK. En fait, sur cette échelle de pK, on va classer les couples acides à gauche, base à droite, logiquement, par valeur croissante de pK de bas en haut. Le premier couple de l'eau, H3O+, H2O, à un pK de 0, c'est ce qui correspondra en fait à un acide fort. Au-dessus seront les acides faibles. Dans ce que l'on a vu au cours de nos TP, on a au-dessus l'acide éthanoïque CH3COH qui a un pK de 4,8, c'est un acide faible. Et puis l'ion ammonium NH4+, qui a un pK dont le couple a un pK de 9,2, qui est un acide encore plus faible. On l'a vu au travers du pH que cela produisait lorsqu'on le mettait en solution, beaucoup moins acide que lorsqu'on met de l'acide éthanoïque ou que l'on met un acide fort comme l'acide chlorhydrique. Parlons enfin d'une autre espèce amphotère qui est liée aux ions carbonates, CO3-. CO3-, ces ions carbonates, ils peuvent accepter 2 protons. Donc il va y avoir 2 couples acide-base et l'espèce du milieu, ça va être l'espèce amphotère. Lorsque l'ion carbonate accepte un proton, on a HCO3- qui est l'ion hydrogénocarbonate. Et c'est ça l'espèce amphotère. On a donc 2 couples où l'hydrogénocarbonate est d'abord l'espèce basique avec un pK de 6,3 et un second couple où c'est l'espèce acide avec un pK de 10,3. Et lorsque l'ion carbonate a accepté 2 protons, on a en fait H2CO3. H2CO3 théoriquement, puisque on préfère l'écrire H2CO2 qui montre que c'est du dioxyde de carbone dissous dans l'eau. Ce qui nous amène à parler de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. L'eau acide qui va réagir avec de l'eau pour donner un proton. On a H2O plus H2O qui donne HO- plus H3O+. La constante de cet équilibre, on la note de manière spéciale, on la note KE comme constante d'équilibre d'autoprotolyse de l'eau. Et son pKe vaut 14. Si on l'exprime, cette constante d'équilibre, ça va nous donner concentration HO- fois concentration H3O+, qui est égale à 10 puissance moins 14. Donnons un petit exemple à pH égale 2, on sait que la concentration en ion oxonium est de 10 puissance moins 2. On sait que concentration HO- fois concentration H3O+, ça fait 10 moins 14. Donc du coup, on en déduit que la concentration en ion hydroxyde HO- est de 10 moins 12. Et cette relation, elle va nous servir, alors beaucoup plus dans le post-bac, quand on devra transposer ce qu'on a calculé ici pour les acides du côté basique. Et finalement, ce que l'on en déduit, c'est que l'ion hydroxyde HO-, ça correspond dans l'eau à la base forte, comme l'ion oxonium H3O+, correspond dans l'eau à l'acide fort. Par analogie, on a de ce côté-là de l'échelle de pK la force croissante des bases. Et donc, l'ammoniac NH3 à queue, du coup, est une base faible. L'ion éthanoate CH3CO- sera une base faible, mais encore plus faible que NH3.
Et pour terminer, H2O, qui est du coup ici vu du côté de ses propriétés basiques, est la base la plus faible qui puisse exister. Il ne reste plus à notre programme que la partie culture chimique. Vous devez connaître des acides et des bases classiques, l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique, l'acide éthanoïque, la soude, l'ammoniac, tout ça c'est à votre programme et on parlera aussi un petit peu des acides aminés. Vous le verrez quand vous serez à l'université, en général ça c'est ce que l'on appelle le cours de chimie générale. Et le cours de chimie générale, en général, il est fait par un vieux chimiste en blouse blanche avec une grosse moustache qui vous raconte qu'à l'époque, il fumait sous les Sorbonnes et il nettoyait leur paillasse au benzène. C'est parti pour ce cours de chimie génée. Bon, désolé pour le déguisement, ma blouse elle est restée au labo, j'avais que ça dans les tiroirs, ça ne nous empêche pas de faire notre cours de chimie générale et commençons par parler d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, si on veut en parler, il faut parler du chlorure d'hydrogène, HCl, qui est un corps pur, gazeux à température et pression ambiante. Cette molécule qui compose ce gaz de chlorure d'hydrogène, c'est HCl, avec une liaison covalente entre l'hydrogène et le chlore. On se rappelle la classification périodique. Le chlore est très à droite de la classification périodique, tout en haut il est très électronégatif, l'hydrogène beaucoup moins, la liaison est fortement polarisée et lorsqu'on met ce gaz dans l'eau, lorsqu'on le dissout dans l'eau, l'eau, solvant polaire, va encore plus polariser cette liaison, si bien qu'on va avoir une dissociation ionique en H+, et Cl-. Cette liaison covalente ici qui est cassée, la réaction va être totale. Voilà pourquoi lorsqu'on met du chlorure d'hydrogène dans l'eau, ça forme ce que l'on appelle l'acide chlorhydrique, qui est donc un acide fort parce qu'il est totalement dissocié. Pour fabriquer du chlorure d'hydrogène et donc de l'acide chlorhydrique, on peut, c'est une expérience à surtout ne pas réaliser à la maison parce qu'elle est très dangereuse, on peut verser de l'acide sulfurique concentré sur du sel, du chlorure de sodium. Il se dégage un gaz, on fait barboter ce gaz dans de l'eau, on forme donc de l'acide chlorhydrique. On a parlé d'acide sulfurique, c'est pas votre programme, mais c'est bien de le connaître quand même. C'est ce qu'on appelait, dans les vieux recueils de chimie, et depuis aussi l'Antiquité, l'acide sulfurique, le vitriol. L'ion sulfate, vous le connaissez très certainement, en tout cas je pense qu'il faut quand même commencer à le connaître. Ion sulfate, SO4 2-, donc ça va être un diacide H2SO4. Parlons maintenant d'acide nitrique que vous avez à connaître. Acide nitrique, l'ion nitrate, NO3-. Et donc l'acide nitrique, ça sera H3+, NO3-. Ok. L'acide nitrique, au même titre que l'acide chlorhydrique, c'est un acide fort. Mais si on compare les deux, l'acide nitrique est beaucoup plus puissant et dangereux. J'en veux pour preuve une expérience simple, là encore à ne pas réaliser à la maison. Prenons de l'acide chlorhydrique concentré, on y met une pièce en cuivre, vous savez les petites pièces roses, rien ne se passe, le cuivre n'est pas attaqué. En revanche, vous mettez la pièce dans de l'acide nitrique concentré et là il faut faire attention parce qu'il y a des vapeurs rousses qui se dégagent, qui sont hautement toxiques, de dioxyde d'azote, qui est un composé radicalaire et donc hautement oxydant. Et bien là, la pièce en cuivre, si vous la laissez quelques secondes, vous ressortez quasiment plus rien. Qu'est-ce qui explique en fait que finalement l'acide nitrique semble être plus fort? Il n'est pas plus fort qu'un acide fort, il est totalement dissocié, point barre. Au point de vue de l'acidité, c'est la même chose. En revanche, l'acide nitrique, c'est dit un acide à anion oxydant. C'est-à-dire que cet ion nitrate, NO3-, en fait, il a des propriétés d'oxydoréduction qui sont très fortes. Et donc, ce qui va rajouter la puissance de cet acide, c'est ses propriétés oxydantes dues à l'anion NO3-, à l'ion nitrate.
Puisque l'on vient de parler de cuivre, regardons un petit peu la classification périodique dans une colonne un peu particulière avec le cuivre, l'argent et l'or. C'est ce que l'on appelle la colonne des monnaies. Et oui, parce que ces métaux étaient utilisés pour frapper les pièces de monnaie. Mettons une pièce en or dans de l'acide nitrique concentré. Il ne se passe rien, l'or n'est pas attaqué. Eh bien, si l'on constitue un mélange à 2 tiers d'acide chlorhydrique concentré et 1 tiers d'acide nitrique concentré, on forme ce que l'on appelle l'eau régale. Régalien, le roi. Communément, c'est l'eau, en fait, de l'eau royale, puisqu'elle a la propriété, cette eau royale, de dissoudre l'or. Elle est d'ailleurs utilisée en bijouterie pour tester un petit peu la qualité des bijoux, voir si c'est de l'or plaqué ou tout simplement de l'or pur. On a parlé de 2 acides forts, l'acide chlorhydrique et l'acide nitrique. Vous avez un acide faible à connaître à votre programme, l'acide éthanoïque. Vous avez à le connaître, vous pouvez aussi le retrouver grâce à la nomenclature acide, groupe COOH, c'est un acide carboxylique. Éthanoïque, chaîne à 2 carbones, CH3, COH, rien de compliqué. Vous devez aussi connaître sa base conjuguée qui est l'ion éthanoate, CH3, COOH. Ce que l'on peut dire aussi, et que l'on rencontre souvent dans les recueils de chimie, qu'ils soient récents, modernes ou plus anciens, c'est son nom hors nomenclature, qui est ce qu'on appelle l'acide acétique. Cet acide acétique, on le retrouve dans le vinaigre. Il est issu de l'oxydation de l'alcool éthylique, de l'éthanol, CH3CH2OH. Si on l'oxyde, au travers de bactéries, c'est ce qui se passe dans le vinaigre pour toutes les boissons alcoolisées, que ce soit du vinaigre de riz, du vinaigre de vin, du vinaigre de cidre, etc. Dès qu'il y a de l'alcool, qu'on oxyde ça avec des bactéries, on se retrouve avec de l'acide acétique. La dernière chose à connaître, c'est le pKa, 4,8, un ordre de grandeur à avoir en tête. Parlons maintenant de composés basiques. Le premier que l'on va voir, c'est une base forte, c'est la plus connue, c'est l'hydroxyde de sodium, hydroxyde OH-, sodium Na+. L'ion responsable de la basicité, on vient de le voir, c'est l'ion OH-, c'est une base forte, le pKa, H2O/H- est de 14. L'hydroxyde de sodium, il est communément appelé soude caustique. On le trouve dans le commerce sous la forme de granulés ou de paillettes de soude. Et alors, c'est un composé, c'est un corps pur, donc qui est à l'état solide sous pression et température ambiante. Et c'est un corps pur qui est très hygroscopique. Il va rapidement se charger en eau à cause de l'humidité de l'air. C'est pour ça qu'au laboratoire, quand on prépare une solution de soude, eh bien, par pesée, à l'aide de granulés ou de pastilles de soude, eh bien, ce que l'on fait, c'est un titrage derrière pour vérifier son titre molaire. Dans mon vieux recueil de chimie, eh bien, on rencontre souvent le terme d'alcali, de soude, de potasse, de milieu alcalin. Faisons le point un petit peu là-dessus et regardons la classification périodique. La première colonne, c'est ce qu'on appelle la colonne des métaux alcalins. En dessous du sodium, on a le potassium. Et donc, la soude caustique, c'est Na+OH-. Il suffit de changer le contre-ion Na+, par un ion potassium K+, KOH, on a ce que l'on appelle la potasse. Colonne des métaux alcalins, indifféremment quand on doit utiliser soude ou potasse, on dit qu'on utilise une alcali, c'est-à-dire finalement, quelque part, le nom générique pour désigner un composé basique. Et quand dans un recueil de chimie, on vous parle de milieu alcalin, eh bien, ça sera un milieu avec un pH basique.
La seconde et dernière base que vous avez à connaître à votre programme, c'est une base faible de pK 9,2 et c'est l'ammoniac. Alors attention au niveau de la prononciation, je sais que c'est pas facile pour nous avec notre accent du sud. On va essayer de bien distinguer les deux entre l'ammoniac et l'ammoniac. L'ammoniac, c'est le nom du corps pur et donc aussi de la molécule de NH3. À température et pression ambiante, l'ammoniac est un gaz. C'est un gaz qui a une forte odeur âcre qui peut provoquer de graves brûlures dans les poumons et aussi on en connaît un petit peu l'odeur peut-être si vous avez une grand-mère qui fait des teintures pour cheveux, des teintures qui étaient autrefois communément répandues, qui contenaient pas mal d'ammoniac. Il s'en dégage une odeur de cette molécule d'ammoniac que l'on connaît, une odeur âcre. Et bien je le rappelle, c'est un gaz dangereux. Maintenant, ce gaz, si on le fait barboter dans le dos, il va très facilement et en grande quantité se dissoudre dans l'eau. Lorsqu'il se dissout, il forme une solution aqueuse d'ammoniac qu'on appelle l'ammoniac. L'ammoniac dissous dans l'eau est donc une base faible. Le pK, il est de 9,2. La molécule d'ammoniac va donc partiellement se protoner et en se protonnant, elle donne son acide conjugué, l'ion NH4+, qui est l'ion ammonium, que vous devez connaître aussi, ça c'est à votre programme. Allez, terminons les révisions de ce chapitre 14 par parler des acides aminés. Les acides aminés sont des molécules organiques qui sont les briques de base des peptides et des protéines. Elles comportent deux groupes caractéristiques, un groupe caractéristique acide carboxylique COH que l'on voit ici en bleu et un groupe caractéristique amine NH2 que l'on voit ici en rose. Comme on l'a vu au cours de cette leçon, l'acide carboxylique est un acide faible avec une constante d'acidité pK1 comprise entre 2 et 4. Quant à la fonction amine, on l'a aussi vu au cours de cette leçon, la fonction amine, eh bien, c'est une base faible avec un pKa qu'on notera pKa2 compris entre 8 et 10. On va utiliser les diagrammes de prédominance pour comprendre une propriété des acides aminés en solution aqueuse. En dessous de pKa1, on aura la forme protonée de l'acide qui va prédominer. Au-dessus de pKa1, on aura la forme carboxylate. Pour ce qui est de la fonction amine, en dessous de pKa2 va prédominer la forme protonée, c'est-à-dire la forme avec l'ammonium RNH3+. Au-dessus de pKa2 va prédominer la base conjuguée RNH2, la fonction amine. Et bien, si l'on superpose ces deux diagrammes de prédominance, on peut en conclure que en dessous de pK1, on a la forme protonée de la base qui prédomine. Et puis au-dessus de pK2, on a la forme déprotonée de l'acide qui prédomine. Et entre les deux, entre pK1 et pK2, on a une forme neutre, à la fois neutre et ionique. Cette forme neutre et ionique, en fait, qui correspond à une autoprotolyse interne, c'est-à-dire au passage du proton de l'acide vers le doublet non liant de la fonction amine, s'appelle un zwitterion. Et comme on l'a vu sur le diagramme de prédominance, cette forme zwitterionique, elle prédomine entre pK1 et pKa2 pour des valeurs de pH comprises dans cette plage-là.